Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'édition 2021 de l'IoT Week by CITC. Nous allons parler des grands défis de la cybersécurité et pour ce faire, nous accueillons à nos côtés Jérôme Fréani, cybérologue. Bonjour Jérôme et merci d'être à nos côtés. Nous allons partager ensemble un instant pour éclaircir finalement votre vision et notre vision sur les grands défis, les évolutions des métiers, de la formation autour de la cybersécurité. Merci d'être à notre côté. Avec plaisir. Alors, petite tradition pour permettre aux auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Jérôme Fréani? Déjà, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de ces sujets qui sont très importants et qui nous passionnent. Aujourd'hui, je travaille chez Alternative sur du développement de produits qui sont liés à la cybersécurité, notamment sur les objets connectés et aussi sur toute la partie respect de la vie privée des utilisateurs. En parallèle, donc il y a cette fameuse communauté qui a été créée autour de Cybérologues, qui a vocation à partager la connaissance avec tout l'écosystème et toutes les personnes qui sont intéressées, peu importe leur degré de connaissance, que ce soit qu'on soit novice et qu'on commence, on veuille avoir un peu plus de connaissances, ou alors qu'on soit d'un niveau avancé et qu'on veuille avoir une veille sur un sujet particulier, par exemple. Euh, et puis le club cyber de l'AEGE dont je suis responsable, qui est donc l'association des anciens de l'école de guerre économique, avec laquelle nous organisons plusieurs événements et publications, etc., qui est toujours dans ce partage dans cette logique de partage de connaissances. Bien, merci Jérôme pour ces précisions. Une question pour entrer dans le vif du sujet. Selon vous, quels vont être les grands défis à venir en termes de cybersécurité et y a-t-il une approche meilleure qu'une autre pour les aborder? Alors, je sais pas s'il y a réellement une approche meilleure qu'une autre, si ce n'est le fait on le rappelle sans cesse, la réaction c'est une chose, mais l'anticipation c'est encore mieux. Donc le fait de se préparer à tous ces événements-là. Pour en revenir au sujet des grandes menaces, on l'a vu, les ransomware, ça a défrayé la chronique à plusieurs reprises. Aujourd'hui, ça touche tout le monde, que ce soit des entreprises, des hôpitaux, des collectivités. On l'a vu avec la mairie d'Angers, par exemple, qui vient de sortir de l'attaque et de s'en remettre. Donc, il y a une évolution. L'ANSSI a rapporté ces derniers jours qu'au cours de l'année 2020, on a constaté une augmentation de plus de 255% des attaques par ransomware, ce qui est absolument colossal. Et avec tous les dégâts que ça entraîne derrière, donc il y a à la fois des pertes financières, mais aussi des pertes d'image, des pertes réputationnelles, des enjeux juridiques, parce qu'on a des obligations de conservation de documents, tous ces éléments-là. Donc les ransomware, c'est extrêmement important comme menace. Et il faut s'y préparer, il faut le prendre en considération, surtout que les attaquants, c'est toujours le jeu du chat et de la souris, les attaquants évoluent aussi et font évoluer leur technique sans cesse, et on a même vu certains cas où aujourd'hui les attaquants vont même jusqu'à appeler les victimes au téléphone pour avoir un moyen de pression supplémentaire. On a vu plusieurs techniques utilisées, certains qui commencent à publier des morceaux des documents qui ont été attaqués, enfin des morceaux des documents de l'entreprise qui a été attaquée, certains documents par-ci par-là pour montrer qu'ils ont effectivement bien eu accès aux données, et ça permet de lui faire chanter. On est vraiment sur du chantage, comme sur une demande de rançon ou autre. Vous avez aussi une autre menace qui est liée de près ou de loin, en tout cas où on peut faire un parallèle, c'est sur l'ingénierie sociale. Donc le social engineering, c'est comment on manipule l'être humain, et ça peut concerner tout le monde. On peut s'attaquer aux dirigeants d'une grande entreprise, comme à une petite structure ou à une assistante, parce que justement, on va se dire, ben, elle est peut-être moins formée, moins sensibilisée, et généralement, on va pas cibler les personnes qui, par exemple, ont un RSSI. Ça serait pas un bon calcul. On va plutôt cibler quelqu'un qui ne connaît pas trop le sujet. Ce qui m'amène à mon troisième point, qui est sur la menace des tiers, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les entreprises créent un bastion, et donc définissent leur périmètre de sécurité, etc. Et elles sont, entre guillemets, maîtres chez elles. Donc elles ont la capacité de déployer ce qu'elles souhaitent ou ce qu'elles ne souhaitent pas, mais en tout cas d'être maîtres de leur choix. Alors que quand on travaille en permanence toute la journée avec des sociétés de conseil, des fournisseurs de pièces détachées, et tout cet écosystème-là,
il est très compliqué d'avoir la maîtrise sur leur façon de sécuriser leurs données et les vôtres qui sont chez eux aussi. Et donc la menace des tiers, c'est quelque chose qui est très important. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Alors, on l'a évoqué, de par vos éléments de réponse, le fait qu'on ait une croissance des attaques avec les ransomware, Mm. qu'on ait aussi une agilité finalement des attaquants, qui apportent toujours plus d'ingéniosité, hein, dans leurs approches et dans leurs méthodes. Mm. Et donc, on voit finalement que ces menaces, elles sont un peu partout dans le monde. On voit que l'enjeu est finalement il est mondial. On voit également qu'il y a parallèlement à ça un enjeu de souveraineté également. Et donc, est-ce que votre perception voit évoluer finalement les frontières ou les partenariats entre les grands acteurs de l'industrie de la cybersécurité, entre les acteurs publics, entre les acteurs institutionnels, qui font en sorte de pouvoir apporter une réponse à finalement ces menaces qui pèsent dans le monde et qui à la fois nécessitent un caractère de souveraineté? Absolument. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont lancées et c'est très bénéfique pour tout ce que enfin pour tout l'écosystème, ce que j'allais appeler communauté, mais c'est aussi un parallèle sur lequel on reviendra un petit peu plus tard. Il y a beaucoup d'initiatives. On l'a vu par exemple avec le campus cyber, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, qui est une initiative qui, selon moi, est très importante parce qu'elle permet de faire rencontrer des acteurs qui travaillent ensemble au quotidien ou presque, et de les faire se rencontrer sur un lieu unique, euh, ce qui va favoriser les échanges, le partage de bonnes idées, de bonnes pratiques, et on crée vraiment une dynamique en fait. C'est pour ça que je trouve ces initiatives qui sont vraiment géniales et très très bénéfiques pour tous. Et puis après, sur les partenariats publics-privés, on voit aussi quelques initiatives d'un point de vue économique pour les entreprises, parce qu'on a plein de belles solutions en France. On a des technologies qui sont superbes, on a de très belles entreprises qui proposent plein de choses vraiment concrètes. Et parfois, on a l'impression que elles ne sont pas forcément favorisées, ou en tout cas parfois ne serait-ce que prises en compte dans la commande publique, dans certains projets qui peut y avoir. Et on va en revenir au sujet d'indépendance technologique. Donc la souveraineté, il en existe plusieurs définitions, euh, mais sur ce principe d'indépendance technologique, c'est-à-dire qu'on a la maîtrise de ce qu'on fait, on sait comment c'est fait et on gère la chose de bout en bout. Si je peux faire un parallèle avec le chiffrement, mais on fait vraiment on a la maîtrise du début à la fin, ce qui nous permet de maîtriser nos données, de maîtriser les données de nos concitoyens, de maîtriser la façon dont c'est sécurisé ou non d'ailleurs, etc. Et d'être maître de nos choix finalement. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments d'information. Alors on voit à travers ce que vous disiez, ce que vous dites, excusez-moi, la pertinence de la souveraineté, la pertinence de la résilience derrière et la maîtrise de ces technologies. Alors qui dit maîtrise de ces technologies m'amène à une dernière question. On a une évolution des technologies avec pas mal de ruptures qui s'opèrent. Hein. Toutes les décennies, on a des ruptures technologiques. Et là, les dernières qu'on voit apparaître, alors on a l'IA, l'IoT, bien évidemment. Vous en avez parlé au début. Mais on a également des arrivées comme la 5G, la 6G, qui vont encore démultiplier les cas d'usage. Le quantique, la deep tech, le cloud, bien évidemment. Donc, toutes ces technologies, finalement, ouvrent encore, finalement, apportent, mais ouvrent aussi des failles de cybersécurité derrière. Et donc, aujourd'hui, on a aussi besoin de maîtriser. Pour maîtriser, c'est avoir les bonnes ressources. Et donc, ça veut dire quels sont les enjeux en termes de formation, en termes de nouveaux métiers qui vont nous amener à renforcer le niveau de cybersécurité demain. Les éléments que vous donnez en exemple sont très bons parce que c'est vers quoi on tend, et ce qui soulève une vraie question qui est liée au fait que, en réalité, on a déjà aujourd'hui du mal à avoir les compétences nécessaires et requises pour répondre à ces problématiques-là, et ce qui veut dire que ça va aller malheureusement qu'en s'aggravant. Et le but, c'est d'inverser la tendance. Donc, il y a un investissement qui est fait. Il y a de plus en plus d'écoles qui proposent des sujets et des formations liées à la cybersécurité, des formations exécutives pour les professionnels, etc. Donc, c'est en train de se développer, mais il y a un manque latent de profils dans l'espace dans le cyberespace, si je puis dire,
parce qu'il y a autant des profils très techniques, parce que ça reste de l'informatique, donc forcément il y a toujours un socle technique, mais on tend de plus en plus vers aussi des profils fonctionnels, ou en tout cas qui sont transverses, et qui vont avoir la capacité de discuter à la fois avec des équipes business, à la fois avec du support, à la fois avec des équipes techniques, à la fois avec tout le monde. Et c'est des profils transverses, il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Et notamment ce qui se retrouve chez beaucoup de RSSI. Et vous avez aussi des sujets qui commencent à avoir de la géopolitique dedans. Par exemple, la cyber threat intelligence, le renseignement sur les menaces, c'est un sujet qui est passionnant, qui à la base est technique, forcément, on reste sur de l'informatique, mais pourquoi il y a eu telle attaque vers telle entreprise? Est-ce que c'est juste l'effet du hasard parce que par ricochet, l'entreprise s'est retrouvée touchée? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a une tension politique entre deux pays, dans une situation du monde particulière, un concurrent, un appel d'offres en cours, quelque chose, qui peut parfois, ou non, mais c'est l'analyse justement qu'il faut en faire, qui peut parfois justifier de cette attaque-là. Donc il y a une diversité des profils, avec le droit du numérique aussi, on l'a vu, et le développement du RGPD en Europe, etc. Donc il y a toute une palette de profils différents en cybersécurité, et je pense que l'écosystème essaye d'y répondre au mieux pour l'instant, mais il faut encourager que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs toutes les personnes qui ont envie de s'y intéresser, et de peut-être démystifier un petit peu les métiers liés à la cybersécurité, parce qu'on a très souvent l'impression que c'est quelque chose c'est que des hackers avec une capuche, et enfin, il y a toujours cette image-là. Et quand on parle d'informatique à quelqu'un, on peut très vite arriver sur des sujets où moi je ne connais pas, je sais pas, c'est trop compliqué. Alors qu'en réalité, déjà avec des bonnes pratiques, on éviterait 80% des problèmes qui arrivent. Donc pour revenir à votre question, effectivement, le sujet de la formation est très 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 important, et à prendre très au sérieux. Et sur les années à venir en Europe, il y aura plusieurs centaines de milliers de personnes, de postes en tout cas, qui ne seront pas pourvus. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter rapidement. Oh, d'accord, en Voilà. effet. Donc, en tout cas, merci pour ces éléments de réponse. Alors, en effet, pour échanger aussi avec des acteurs académiques d'un côté, qui sont des acteurs de la formation, pour échanger également avec des acteurs industriels dans les métiers de la cybersécurité. On voit et à la fois des fois des offres qui existent qui trouvent difficilement des sessions à être remplies, d'autres cas de figure où on est en pénurie de profils. Est-ce que ça veut dire aussi qu'on a besoin de rapprocher ces mondes? Il y a besoin de rapprocher ces mondes, et c'est un peu, pour citer l'exemple de ce qu'on fait au sein de l'école de guerre économique, où il y a la partie formation en cybersécurité, la partie relation avec les anciens. Et quand je parle des anciens, c'est pas seulement les anciens en tant que personne, c'est en tant que personne morale qui représente aussi donc toutes leurs entreprises, tout l'écosystème. Et on va vraiment créer ces dynamiques-là on part d'une relation de quelqu'un, d'une discussion, on en crée un projet qui évolue, etc. Et donc c'est là où on se rend compte, pour vous répondre, que les synergies sont en fait indispensables. Et on a besoin à la fois de la connaissance, on a besoin de technologie, il faut que ça fonctionne ensemble. Les éléments séparés peuvent faire des choses, mais c'est en les rassemblant et en les mettant tous autour de la table qu'on peut arriver à des projets beaucoup plus complets, qui adressent des thématiques auxquelles, par exemple, une entreprise n'aurait pas forcément pensé, parce qu'un étudiant travaille dessus pour un sujet, et vice-versa. Et donc, tout le monde grandit ensemble, en fait. D'accord. Donc, d'où l'importance des campus cyber. Absolument. Des C'est campus ce que je cyber dis, nationaux et de ces campus c'est cyber. l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est les campus, c'est, je pense, un lieu où tout le monde peut se rassembler, et justement, on peut refaire le puzzle, si je puis dire, et avoir autant des étudiants que des professionnels, que des experts, que des chercheurs, que des représentants d'entités d'État. Il faut que tout le monde discute ensemble. On travaille sur le même sujet. Donc, Très bien, merci beaucoup Jérôme pour cet éclairage que vous nous partagez. Donc on est ravis de vous avoir eu à nos côtés pour ce film. Alors film qu'on retrouvera dès début mars, qui sera mis sur la chaîne de la Youth Week by CITC édition 2021, qui nous permettra d'initialiser finalement nos futurs échanges
pour la plénière du 17 mars, on vous retrouvera à nos côtés. Donc merci encore une fois d'avoir partagé avec nous ce moment, et puis je vous dis à très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Merci beaucoup et merci à vous pour votre invitation et à très bientôt. Merci.